choix98.ca. Choix 98. Wow. Radio X. À Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Vous êtes pris dans le trafic présentement, ou vous roulez tranquillement sur le chemin du retour à la maison, ou vous êtes encore déjà rendu, emmitouflé dans une doudou à regarder ces magiques petits flocons et en nous écoutant. Mais je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. C'est une soirée parfaite, je trouve, pour ça, du cocooning à lumière tamisée pour écouter les histoires de Monsieur Christian Page. Comment vas-tu, Christian? Ça va bien. Écoute, j'ai pas la même féerie dans les yeux quand j'ai vu ce matin notre petit tapis blanc. Là. Non, effectivement. J'ai vu tomber des flocons. C'est pour moi, non, ce n'était pas très féerique, mais bon, on doit vivre avec. Hein. On est au Québec, donc chaque année, on a un hiver. Aujourd'hui, c'est gage que ça revient pour une autre année, pour une autre saison. Oui, effectivement. Et ce matin, tu as tout à fait raison. Ce matin, je devais être à TVA. Et c'est vrai que la route était, même si je suis parti tôt pour essayer d'éviter un peu la circulation, là, ici dans la région de Montréal, on le sait tous, là, le tunnel, le pont Louis-Hippolyte Lafontaine est fermé. Oui. En fait, il y a 3 voies seulement qui permettent à la fois d'entrer et de sortir de Montréal. Donc, évidemment, tout ça déborde sur les autres ponts de la Rive-Sud. Donc, sur le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain. Donc, j'étais parti un peu plus tôt, connaissant la situation. Puis je me suis dit, avec les conditions météo, ça va être un peu plus difficile ce matin. Ça va être le bordel, c'est ça. Et c'était plus qu'un peu plus difficile. Hein. C'est très laborieux par l'auto. Moi, j'emprunte l'autoroute 10 là, pour arriver au pont Champlain. C'était vraiment très laborieux. Donc, j'imagine que comme cette neige se déplaçait là, vers le nord-est, j'imagine que vous devez être en plein dedans en ce moment, ou c'était plus tardivement là, cet après-midi. Là, mais ça va continuer, puis ça n'a pas lâché encore. On annonce encore pour ce soir et cette nuit entre 5 et 10 cm par endroit. Fait que oui, non, je pense qu'on va se réveiller demain matin et ça va continuer encore parce que c'est tout dans les prévisions d'Environnement Canada. Mais bref, c'est une parenthèse météo. Il va y avoir quelques averses demain, mais c'est tout ça pour dire que c'est officiellement commencé. Fait que si vous êtes à la maison ou que vous êtes encabané aujourd'hui, 1, je vous envie, et 2, merci de nous écouter. Je pense qu'on va être dans le thème ce soir pour se faire des petites peurs puis s'enrouler dans une doudou. J'ai ce feeling-là. Donc oui, ce soir, écoute, on revient sur un thème, c'est assez amusant parce que j'en avais déjà parlé en 2018, je crois, ou 2019, début 2019, je pense, avec Yannick Marceau. On avait reçu un invité qui est Olivier Reynaud, et on avait parlé là, donc de différents mystères français, puis on avait abordé celui-là. Retour un peu en arrière, quand on a fait notre spécial pour l'Halloween, le 31 octobre dernier, on a présenté des films et j'ai présenté la bande-annonce de La Bête du Gévaudan. Mais en fait, le titre du film, c'est Le Pacte des loups, donc un film de 2001 réalisé par Christophe Gans, qui met en vedette Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, et qui reprend un peu la thématique de la Bête du Gévaudan. Donc, Bête du Gévaudan qu'on avait évoqué, là, comme je l'ai mentionné, il y a quelques années. Et beaucoup de gens m'ont écrit en privé en me disant oui, c'est un excellent film, j'ai bien aimé, vous en pensez quoi de la bête, etc. Donc je me suis dit que ce soir était une bonne occasion de revenir sur la thématique de la Bête du Gévaudan. Qui plus est, c'est un sujet pour lequel il y a eu beaucoup de développement, et encore il y a quelques jours, on apprenait que dans la ville de Mende, en France, qui a été un peu le chef-lieu où cette mystérieuse bête est apparue là, au 18e siècle, on vient d'ouvrir après
Après une fermeture de 27 ans, on vient de rouvrir le musée qui couvre un peu toute l'histoire de la Lozère, et on a bien sûr une galerie qui est consacrée spécialement à l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc et ça a été annoncé il y a quelques jours à peine. Donc après 27 ans de fermeture, le musée rouvre à nouveau ses portes, et on a fait une galerie spéciale pour rappeler l'histoire de la bête du Gévaudan. On raconte que pour le musée en général, on parle ici de toute l'histoire de la Lozère, on a plus de 16 000 pièces, dont 500 sont exposées dans le musée. Et bien sûr, il y a deux galeries, deux grandes vitrines qui sont consacrées à l'histoire de la bête. Et je crois que tu te l'avoir mentionné lorsqu'on a fait notre spécial Halloween, quand on parle de monstres et de créatures mythologiques ou fantastiques, la seule pour laquelle on a une certitude de la réalité, on a beau parler du monstre du Loch Ness, le Bigfoot, le Yeti, tout le reste, mais la seule créature pour laquelle on a une certitude d'une existence bien réelle, zoologique, c'est la bête du Gévaudan. Même si encore aujourd'hui, 250 ans après ces événements, on se questionne quelle était exactement la nature de la bête, son identité zoologique reste un peu controversée. On va regarder ce soir les différentes hypothèses qui ont été proposées, laquelle semble la plus vraisemblable. Et donc, sans plus tarder, pour se remettre, si tu le veux bien, dans le ton, on va réentendre la bande-annonce du film Le Pacte des loups, film de 2001 de Christophe Gans, qui reprenait d'une manière, disons, très hollywoodienne le mythe de la bête du Gévaudan. Peut-être vu, peut-être jamais vu. Si vous étiez là également à la soirée de l'Halloween, Christelle l'a mentionné, on avait présenté la bande-annonce. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on écoute un court extrait. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents des couteaux. C'était pas un loup. C'était quoi alors? Les gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage. C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays se sont cassés les dents. Vous êtes un libertin. Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer, monsieur. Vous vous moquez. Qu'est-ce que tu veux, la bête? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas? On a l'impression que Satan est impliqué avec les chants gospel comme ça. Ça l'était quoi, un ça? peu. Ça l'était un peu. Tu vas voir, on va aborder les différentes hypothèses. L'hypothèse la plus, pour les historiens, la plus fantaisiste, c'est celle où la bête serait une arme qui aurait été utilisée pour attaquer les gens qui étaient des protestants, parce que c'est vrai que il y a un nombre assez élevé de victimes de la bête qui étaient des protestants, donc ça a fait dire à des gens. D'ailleurs, quand on regarde le film Le Pacte des loups, Jean-Yann, l'acteur français Jean-Yann incarne un noble de la région, et à un moment donné à table, il dit mais vous savez, la bête n'attaque que les vilains. Mais qui sont les vilains? Les vilains à l'époque au Gévaudan, c'était les protestants. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de victimes plus élevées que le prorata de la population étaient des protestants, et certains ont dit voilà, peut-être que la bête a été dressée pour attaquer les protestants, donc par une espèce de
fanatique religieux, mais bon, c'est une hypothèse puis là, ben, évidemment, on a exagéré. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir derrière ça une secte un peu mystique qui faisait dans le christianisme exagéré et qui aurait voulu créer un mythe en utilisant un animal qu'on aurait dressé pour attaquer des gens. Donc, c'est un peu la base du film Le Pacte des loups. C'est une hypothèse qui circule à propos de la bête, mais il faut quand même le dire quand on parle aux éthologistes. Les éthologistes, ce sont les gens qui étudient le comportement animalier dans leur environnement. Et quand on parle également aux zoologues, tout ça, cette hypothèse d'un animal dressé par des gens pour tuer des gens bien ciblés est assez invraisemblable. Mais ça fait un excellent film, puis ça fait un suspense historique qui est tout à fait extraordinaire. Et je dois l'avouer, La Bête du Gévaudan, c'est un sujet qui, depuis que je suis tout petit, en fait, depuis l'adolescence, je m'intéresse beaucoup à cette histoire-là. Ça m'avait fasciné. Un des tout premiers ouvrages que j'avais lu, était La Bête du Gévaudan, un ouvrage. Les gens qui nous écoutent se rappellent peut-être cette collection de petits livres rouges chez J'ai lu, qui étaient les mystères de l'histoire. Il y avait un ouvrage qui était consacré à La Bête du Gévaudan, qui relevait plus du roman, je te dirais, que d'un ouvrage historique, mais néanmoins, c'était assez fascinant de la façon dont on nous racontait ça. Et c'était pour la première fois que j'étais confronté à une réalité historique, parce que quand on parle de monstres, on est souvent dans l'univers du fantastique. Des gens se témoignent, on a vu la bête, le monstre du Loch Ness, on a vu le Bigfoot, tout ça. Mais dans le cas de La Bête du Gévaudan, la table était mise. On a plus d'une centaine de victimes qui ont été recensées, pour lesquelles on a des actes de décès, on a des inhumations. Donc, il y a bel et bien des gens, un peu comme dans l'histoire de Jack l'Éventreur, même si on ne connaît pas l'identité de l'assassin, même si c'est passé un peu dans le folklore populaire, dans la culture populaire, il n'en reste pas moins qu'au-delà du cinéma d'horreur, il y a bel et bien eu un tueur en série qui a assassiné des femmes dans les rues de Londres. C'est un fait historique. Et dans le cas de La Bête du Gévaudan, même si l'identité zoologique de la bête reste très controversée, même si on parle littéralement d'un monstre, il n'en reste pas moins que la bête a fait des victimes et qu'elle a une réalité historique. Donc on va regarder un peu cette réalité historique, regarder un peu le contexte et quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées. Et bien sûr, on va aborder cette idée d'un animal dressé pour tuer. Donc, on va regarder d'abord le contexte en lui-même. On est dans le Gévaudan. Donc, qu'est-ce que c'est le Gévaudan? Ne cherchez pas ça sur une carte aujourd'hui, ça n'existe plus. C'était une province française qui était, qu'on pourrait situer aujourd'hui à peu près dans le centre-sud du pays, qui correspond grosso modo à l'actuelle province de la Lozère en France. Mais c'était, disons que les frontières n'étaient pas exactement les mêmes, mais si on veut essayer de transposer aujourd'hui, la Lozère correspond assez bien au pays du Gévaudan. La bête va sévir dans le pays entre 1764 et 1767. Donc, pendant une assez longue période, en 3 ans, il y a eu en 1763, dans le nord du Gévaudan, dans les provinces qui étaient limitrophes au Gévaudan, il y a eu quelques attaques de gens qui ont dit « Nous avons été attaqués par un animal sauvage ». Mais même si certains historiens ont tendance à récupérer ces attaques comme étant celles de la bête, on n'en a pas de certitude. Il n'y a pas de compte-rendu très précis. On sait seulement qu'à la fin de 1763, effectivement, des gens, des bergers, ont été attaqués par un animal qui, peut-être, 6 mois plus tard, est devenu cette fameuse bête du Gévaudan. Quand on parle des victimes, il faut faire attention parce qu'on voit à peu près tous les chiffres passer. Certains parlent d'une centaine de victimes, d'autres de 200 victimes. Pour être allé dans le Gévaudan, pour avoir enquêté sur l'histoire de la bête, je t'en parlerai un peu plus avec quelques petites anecdotes du pays, mais pour avoir enquêté sur l'histoire, il faut faire attention avant de présenter un nombre officiel, parce que ce que moi j'ai pu découvrir, c'est que dans plusieurs paroisses, on a le relevé des actes de décès, donc des gens qui ont été attaqués, tués par la bête. Mais quand on va d'une paroisse à une autre, on constate qu'il y a souvent des doublons. C'est-à-dire que dans la province A, on liste par exemple 8 attaques de la bête pour le mois de juin, dont 3 décès. Et finalement, dans une autre paroisse, la paroisse B, on retrouve des actions contre de la bête et on retrouve parfois des noms, des doublons. Donc on va
rapporter la même attaque sur la même personne. Donc, il faut faire attention. Moi, je te dirais que, grosso modo, la bête du Gévaudan, si on évite de tomber dans les doublons, on y va avec prudence. Je te dirais qu'on a à peu près aux alentours entre 80 et 100 victimes. 200 m'apparaît très excessif. Ce qui est vrai, c'est qu'on a principalement des enfants et des femmes sont les victimes de la bête. Okay. On a à peu près aucun homme de plus de 16 ans. Donc, le garçon le plus vieux a 16 ans qui est attaqué. Bon, on parle évidemment de victimes qui ont décédé, non pas simplement des attaques, mais parmi les gens qui sont décédés sous les crocs de la bête, la victime de sexe mâle la plus âgée avait 16 ans. Mais les femmes, là, on a beaucoup d'enfants, et les femmes, ben, évidemment, ça va à tous les âges, 40, 50 ans. Là, il faut se rappeler que 50 ans, à l'époque, on était littéralement un vieillard. Oh oui, c'est en fin de vie, là. Ah, c'est ça, on est en fin de vie à 50 ans, là, on est on est un peu l'aïeul du village. Ça se passe donc, comme je l'ai mentionné, entre 1764 et 1767. On est donc dans la deuxième moitié du 18e siècle. À l'époque, en France, le souverain régnant, c'est Louis XV. Et tu vas voir que Louis XV a été interpellé par cette histoire de la bête, et avec raison. Et ça tombe à un bien mauvais moment aussi, hein, l'histoire de la bête, parce que à cette époque, Louis XV craignait une révolte auprès de la population. Révolte qui finalement va arriver plus tard, elle va arriver en 1789 avec la Révolution française. À ce moment-là, c'est Louis XVI qui est au pouvoir. Mais Louis XV, déjà, hein, il y avait une grogne populaire, et Louis XV craignait un soulèvement de la population et avait fait interdire les armes, à moins que tu sois garde-chasse, que tu aies un travail quelconque qui soit lié à une défense ou une protection. Là, tu pouvais avoir une arme à feu, mais toutes les autres armes à feu étaient interdites. Donc, lorsque la bête va frapper au pays du Gévaudan, les gens n'ont pas d'armes. Hein? Seuls les gardes-chasse, les soldats ont des armes, mais monsieur et madame tout le monde n'ont pas d'armes, c'est interdit. Donc la meilleure façon qu'ils vont trouver pour se battre, se défendre contre la bête, et on retrouve ça dans les écrits, hein, le nom qu'on utilisait, c'était un paradou. Qu'est-ce que c'est qu'un paradou? On prenait une baïonnette ou un couteau que l'on plaçait au bout d'un grand bâton et qu'on attachait très solidement. Donc, ça faisait comme une espèce de lance, et les gens allaient au champ avec ce paradou, donc ce bâton avec une lame au bout, et c'était l'arme la plus sophistiquée qu'ils avaient à peu près pour se défendre contre la bête. Donc, lorsque les premières attaques, puis j'en ai sélectionné quelques-unes parce que il y a eu de nombreuses attaques, tu le comprends bien, plus de 200, 300 attaques, mais avec à peu près entre 80 et 100 victimes, parce que tous les gens ne décédaient pas de l'attaque de la bête. Il y en a quelques-unes qui sont littéralement passées à l'histoire, parce que quand on visite le pays du Gévaudan, on va de petit village en petit village. C'est vraiment un endroit très particulier, le Gévaudan. C'est à la fois beau, austère, et c'est un pays dur également. Il y a des falaises, il y a des crêtes rocheuses. Les villages sont très éloignés les uns des autres, et on a l'impression un peu de glisser dans le passé. C'est-à-dire que on quitte par exemple les grands centres urbains, on se retrouve en pays du Gévaudan, en Lozère, et là de village en village, la bête a laissé son empreinte. Je pense qu'il n'y a pas un village qui n'a pas son café de la bête, le petit restaurant du loup affamé. Donc tu vois un peu le genre. On récupère la légende de la bête. On fait de la pub avec ça, là. C'est tout. Ouais, c'est amusant, mais quand même, on reste quand même ça reste très marginal. Si la même chose s'était produite aux États-Unis, crois-moi, on aurait un Disneyland qui aurait été construit à côté, là. Oui. Donc on aurait trouvé le moyen d'exploiter ça. Moi-même, j'ai été frappé de l'exploitation légère. Hein. Ça reste une exploitation très, entre guillemets, diète. Hein. Il n'y a pas de parc d'attraction de la bête du Gévaudan, il n'y a rien de ça, mais c'est vrai que quelques cafés, quelques restaurants, des auberges vont afficher une tête de loup parce qu'on se rappelle qu'on est en pays de Gévaudan. Dans quelques villages, j'ai vu des statues. Hein, certaines sont très réalistes, d'autres c'est des œuvres quasiment abstraites, mais qui nous rappellent l'histoire de la bête du Gévaudan. Et on s'inspire de certaines attaques très particulières qui ont marqué l'imaginaire. Et donc j'ai fait une sélection de ces attaques très particulières qui sont littéralement passées
à l'histoire, qui transcendent l'histoire elle-même de la bête et qui nous permet de bien comprendre ce qui s'est passé. Donc la première attaque de la bête, je t'ai mentionné que déjà 1763, fin 1763, on a des gens qui se font attaquer par un animal mystérieux, sauvage, dans les forêts qui bordent le pays du Gévaudan. Les gens vont la décrire comme ça ressemble à un loup, mais c'est pas tout à fait un loup. Donc on a une ambiguïté sur l'identité de l'animal. Mais les premières véritables attaques de la bête, celles qui seront recensées, celles qui vont marquer le début de l'entrée de la légende, ça nous place en 1764. À ce moment-là, on est près de Langogne, qui est une partie du Gévaudan, et on a une femme, une bergère. À l'époque, il y a beaucoup de... ce pays du Gévaudan, c'est un pays à la fois d'éleveurs, un pays d'agriculture. Donc, pendant que les hommes travaillent au champ, les femmes vont guider les troupeaux de moutons, notamment, dans les plaines pour les faire manger. En d'autres mots, c'est le buffet pour le Gévaudan. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait plus de femmes victimes. Je cherchais la réponse tantôt. En fait, la réponse, il y a plusieurs réponses. Dans un premier temps, peut-être qu'elles devenaient des cibles faciles, mais en même temps, on a l'impression que la bête était quand même consciente de sa force par rapport à son adversaire. Donc, la bête, c'est comme si d'instinct, elle savait qu'elle pouvait s'attaquer à un enfant ou à une femme, mais à quelques reprises, elle s'est attaquée à des hommes mûrs et elle a été repoussée. Et donc, on apprend, la bête avait commencé à être plus craintive pour attaquer des hommes. Donc, visiblement, dans sa carte de buffet, les femmes et les enfants étaient de meilleures cibles. Donc, cette première attaque se produit en 1760. On est en juin 1764. On a une femme, une bergère, justement, qui accompagne un troupeau. Dans ce cas-là, c'est un troupeau de bovidés, donc des vaches, des bœufs qui sont amenés comme ça au champ. Et voilà que la bête arrive. Elle va la décrire comme étant un animal qui ressemble à un loup, mais ce n'en est pas un. Il est un peu plus gros, il a l'arrière-train un peu plus écrasé, il a des rayures sur le corps, une bande noire sur le dos, ce qui est très atypique pour un loup, bien sûr, et sa queue est plus longue et plus touffue que celle d'un loup, et ses oreilles sont plus rondes que celles d'un loup. Mais, grosso modo, ça ressemble à un loup, mais ce n'en est pas un. Elle insiste beaucoup là-dessus. Donc, elle est là, la bête apparaît, elle sort du boisé, elle se dirige vers elle fait le tour des vaches, et l'animal va se précipiter sur la vachère. Au moment où l'animal tombe sur elle, elle a un bâton dans les mains qu'elle utilise pour guider le troupeau. Elle va frapper la bête à quelques reprises. Elle va réussir à l'atteindre dans la bouche, sur la tête, mais l'animal est vraiment là déchaîné. Et elle, de son côté, elle essaie de protéger sa gorge parce que visiblement l'animal cherche à l'attaquer à la gorge. Et à force de donner des coups de bâton sur la bête va reculer d'un pas ou deux. Et un phénomène assez étonnant va se produire, les vaches et les bœufs vont faire front commun pour protéger la vachère. Ça peut paraître étrange, mais voilà que le troupeau se met autour de la vachère comme si on voulait la protéger. Et à ce moment-là, donc, la bête va reculer et va s'enfuir dans la forêt. OK. Et la jeune femme va rentrer au village marquée avec des blessures, des éraflures, des marques de morsures. Et elle dit, ben voilà, et elle raconte cette histoire, j'ai été attaquée par cet animal mystérieux. À ce moment-là, c'est la première véritable attaque rapportée au Gévaudan. Au moment où elle raconte ça, bien sûr, quelques villageois se disent, ben, il y a quelques semaines ou quelques mois, dans un comté voisin, on a entendu parler de gens qui auraient peut-être été attaqués par un loup enragé ou un animal semblable, mais ça restait encore parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le téléphone, on n'a pas le télégraphe, là. Tout se fait un peu à travers le commerce, les voyageurs de commerce vont d'un village à un autre et rapportent un peu les nouvelles, et puis c'est à travers ce bouche à oreille qu'on a entendu parler des autres attaques. Est-ce que ça aurait pu être déformé de par la gravité, justement, en racontant puis en faisant des histoires de pêche? À mon avis, dans la bête du Gévaudan, il y a beaucoup d'histoires de pêche. Parce que tu vas comprendre, là, cette attaque-là, c'est une attaque qui est réaliste.
peu importe ce que la dame raconte. C'est la nature, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, mais il y a pas, tu sais, l'animal s'est pas mis sur deux pattes, s'est pas mis à chanter puis à jouer du violon. Là, ça, on n'est pas dans cet univers-là. Donc, elle raconte une attaque qui est tout à fait réaliste. Ce qui est le plus étrange dans son histoire, c'est qu'elle n'arrive pas à identifier l'animal. Et ça, c'est assez surprenant parce que pour ceux qui pointent du doigt le loup en disant, ben voilà, ça devait être des loups, on s'étonne quand même que les gens du Gévaudan, parce que il y a énormément de loups dans cette région de la France, et particulièrement des loups gris. Et on s'étonne que les gens du Gévaudan n'aient pas été en mesure d'identifier la bête si la bête n'était qu'un loup. Donc, c'est un peu la porte ouverte à toutes les spéculations parce que l'hypothèse du loup, c'est un peu le maillon faible. Hein. C'est cette idée que les gens n'arrivent pas à la reconnaître. Donc, on a cette première attaque. Les attaques vont se multiplier. Et là, il va y avoir une période qu'on va appeler la période Duhamel et les dragons. Donc, il faut dire qu'à ce moment-là, les journaux, hein, on est un peu en manque de nouvelles. Et la presse locale vont trouver ces histoires de la bête, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. La presse s'alimente un peu à tout ce qui peut faire peur. Alors là, l'histoire de la bête, ça fait peur. On en fait, ça commence au départ comme un petit divers, comme un fait divers. Puis il faut s'entendre que les journaux, à l'époque, c'est pas comme le journal La Presse, le journal de Québec. Là. Ce sont des feuilles, 3 ou 4 feuilles, qui sont publiées dans les paroisses. Et on raconte les nouvelles qui circulent. Et donc, cette histoire de bête du Gévaudan, à ce moment-là, elle n'a pas encore le titre de bête du Gévaudan, mais c'est la bête monstrueuse, la bête carnassière, la bête anthropophage. Donc, ça commence comme un petit fait divers, une colonne dans un journal, et puis voilà qu'après quelques semaines, on fait des pages entières qui sont consacrées à cette mystérieuse bête du Gévaudan. Et éventuellement, ces histoires d'attaques qui se multiplient, hein, là, on commence à compter de plus en plus de victimes. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, principalement des femmes et des enfants. Et ces rumeurs arrivent finalement à Paris, dans la cour du roi, et on interroge Louis XV, qu'est-ce qu'il entend faire avec ces histoires de bêtes au Gévaudan. Et Louis XV, il faut dire également qu'il est un peu la victime d'une presse qui est pas très élogieuse à son égard. Hein. On a tendance ici à utiliser dans le langage courant le mot pamphlet pour décrire des circulaires. Mais un pamphlet, c'est pas tout à fait ça. Hein. Un pamphlet était généralement un écrit publié anonymement qui se voulait cinglant, hein, une critique cinglante. Et le roi Louis XV se retrouve un peu dans le collimateur de cette presse un peu hostile qui publie des articles, et on se moque un peu du roi parce que, et en particulier de ses propres ennemis politiques, et on pense notamment du côté de la Bretagne ou même de l'Angleterre, où on se moque du roi. Tu sais, que fait le roi alors qu'un simple loup, parce que c'est l'idée première, c'est un loup, hein, donc un simple loup dévore des gens dans le Gévaudan. Donc on se moque un peu du roi. Pendant ce temps-là, bien sûr, pendant que le roi ne fait rien, hein, il reste les bras croisés, au Gévaudan, on s'active. Et c'est la période qu'on va appeler la période Duhamel et les dragons. Les dragons, ce sont des militaires. Hein, c'est le nom qu'on donne à ces soldats qui sont dans toutes les Franches-Comtés en France. Et puis voilà que là, avec la bête qui sévit, les gens, les nobles de différents villages se réunissent en se disant, il faut faire quelque chose, il faut arrêter la bête. Et à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, hein, le peuple n'a pas d'armes, mais les gardes forestiers et les militaires qui sont dans à peu près chaque province française ont des armes. Donc on va réunir, et le Gévaudan est comme, entre guillemets, contrôlé militairement par le capitaine Duhamel. Donc, on va faire venir le capitaine Duhamel et ses dragons, donc ses soldats, et on explique un peu la situation. On les appelle dragons. Est-ce que c'est parce que c'était de la poudre à canon ou encore des lances? Non, ça vient simplement du fait que sur leur costume, on les appelait des dragons parce que sur leur costume, il y avait éventuellement, les dragons vont devenir aussi des frogs, hein? Okay. Parce que il y avait comme une bordure sur le costume qui ressemblait un peu à un dragon cracheur de flammes. Fait qu'on les appelait des dragons. Mais durant les armées, plus tardivement avec l'armée de Napoléon, ces décorures sur les costumes vont se transformer. Ça va donner un peu l'impression d'une grenouille, les pattes ouvertes. Okay. Et quand on va se battre contre les Anglais, les Anglais vont dire c'est les French frogs. Le mot frog, si on se demande d'où ça vient, pourquoi les Anglais nous traitaient de grenouilles, ça vient effectivement d'une décoration, en fait d'une broderie
qu'il y avait sur les vestes des armées napoléoniennes. Et donc les dragons, c'est un peu la même chose. Ils ont récupéré ce nom, ils ont reçu ce nom-là à cause de la forme de la broderie sur leur costume. Donc ce sont les dragons. Et donc on fait venir le capitaine Duhamel. On est à ce moment-là à la fin de l'été 1764, et là on dit à Duhamel, il faut absolument débarrasser le Gévaudan de cette bête. Donc on va organiser des battues. Donc Duhamel et ses hommes s'étendent un peu partout à travers le Gévaudan. On tente à peu près n'importe quoi. On prend on met du poison dans des animaux. Même à un moment donné, Duhamel va habiller certains de ses soldats en femmes, en espérant qu'ils vont attirer la bête et que la bête va les attaquer. Mais ça se produit pas. Et la bête, elle semble jouir d'un extraordinaire pouvoir. Quand les hommes de Duhamel, par exemple, il y a une montagne qui domine un peu le pays du Gévaudan, qui est le mont Mouchet, qui va devenir un peu le grand terrain de chasse de la bête du Gévaudan. Donc, quand les hommes de Duhamel se font une battue à l'est du mont Mouchet, la bête attaque à l'ouest, et quand ils font une battue à l'ouest, la bête attaque à l'est. Donc, elle semble dotée d'un extraordinaire pouvoir de clairvoyance parce qu'elle dirige ses attaques là où le capitaine Duhamel n'est pas. Et à un moment donné, Duhamel va raconter qu'il s'est retrouvé nez à nez avec la bête. Il la décrit, il dit c'était comme un gros loup, mais un peu différent. Et au moment où il prend son arme et va braquer l'animal, il y a un de ses hommes qui arrive à cheval et ça fait fuir la bête. Duhamel tire mais rate l'animal. Bon, c'est ce qu'il va raconter, mais bien sûr, c'est les exploits d'un chasseur. Ça ressemble un peu à les exploits d'un pêcheur. C'est ça. Donc Duhamel raconte ça. Il dit, on chasse la bête, je l'ai eu au bout de mon fusil, je l'ai raté. Mais pendant ce temps-là, la bête continue de faire des carnages. Ainsi bien que là, comme je l'ai mentionné, le roi est au courant de ça. Et comme Duhamel n'arrive pas à tuer, à abattre l'animal, le roi, par ses conseillers, fait savoir aux gens du Gévaudan qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose. Et à ce moment-là, les plus grands louvetiers du pays sont les Donneval, père et fils. Ils sont connus à travers tout le royaume de France. Ils ont chassé des loups du nord au sud, d'est en ouest. Et donc, ils ont une réputation impeccable. Donc, si la bête du Gévaudan est un loup, c'est sûr que les Donneval vont réussir à en débarrasser le pays. Donc, la charge passe du capitaine Duhamel, qui est démis de cette chasse à la bête du Gévaudan, et le pouvoir passe entre les mains des Donneval. Donc, la chasse se reprend à nouveau, c'est encore débattu, et ça fait pas nécessairement l'affaire de tous les gens dans le Gévaudan, parce que bien sûr, les gens ont peur, on s'arme avec ses paradous lorsqu'on va dans les champs, et les parents sont inquiets parce que bien souvent les enfants mettent un peu l'épaule à la roue, ils vont guider les animaux dans les champs, et de plus en plus le tableau, c'est que la bête attaque surtout des femmes et des enfants. Donc les enfants, lorsqu'ils vont mener les bêtes au champ, ils vont se réunir généralement 4 ou 5 enfants ensemble au cas où la bête attaquerait. Donc s'ils sont plus nombreux, la bête va peut-être hésiter avant de s'attaquer à eux. Donc c'est un peu la situation, mais en même temps, les armées de Duhamel et ses dragons, ils ont un peu ravagé le pays du Gévaudan, c'est-à-dire qu'avec leurs chevaux, ils organisaient des battues, ils dévastaient les champs, entraient dans chaque village, on allait dans pas les bars, mais les lieux de rendez-vous, dans les restaurants, et puis on entrait là, puis voilà, c'est la troupe, et on se nourrit, on mange sur, bien sûr, le bras de l'aubergiste, si je puis dire, et on ravage les champs. Donc, beaucoup de gens dans les villages, du Gévaudan ont commencé à avoir une dent contre ces battues. On a commencé à prendre en faux le capitaine Duhamel et ses hommes qui agissaient un peu de manière téméraire et sans prendre garde ou sans faire attention aux récoltes ou aux habitations. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Et bien sûr, tout ça a pesé dans la balance au moment où on va charger les Donneval d'essayer de se débarrasser de la bête du Gévaudan. Et donc là, je te raconte une histoire qui a beaucoup marqué, qui transcende un peu la bête attaque, tout ça, mais une des histoires qui va passer dans le mythe de la bête du Gévaudan. On est le 12 janvier 1765, donc la bête fait des ravages depuis déjà 6 mois. On a un groupe de jeunes garçons
qui remontent au champ. Ils sont ensemble, hein, ils forment un groupe, comme je l'ai mentionné, pour essayer de se protéger contre la bête. Et c'est une bonne chose parce que la bête, à un moment donné, arrive où les garçons se trouvent et elle se précipite sur l'un d'entre eux, un petit garçon qui s'appelle Jean Verrier, qui a 8 ans. La bête saute sur lui. Les autres garçons, évidemment, prennent peur un peu, reculent de quelques pas. La bête saute sur le gamin. Elle engouffre la tête du garçon dans sa gueule et elle le tire vers une espèce de marécage qui se trouve à proximité. Et là, les enfants sont comme un peu terrorisés. Et là, l'un d'entre eux, le plus vieux, se dit non, il n'est pas question qu'on laisse notre compagnon comme ça être dévoré par la bête. Alors les autres garçons prennent leur courage en main et ils foncent sur la bête. Donc ils l'entourent et ils ont tous des paradous, donc ces bâtons avec des pics, et on se met à piquer la bête à gauche, à droite. La bête finalement finit par lâcher sa victime, tente d'attaquer les autres garçons, mais là on se rue sur la bête et visiblement la bête comprend qu'elle n'aura pas le dessus sur ses 6 ou 7 garçons et finalement elle s'enfuit. Le petit Jean Verrier va rentrer au village avec quelques éraflures sur la tête, quelques marques dedans, mais sain et sauf, et ce grâce à ses compagnons. Et bien sûr, l'exploit de ces gamins va se répandre à travers le Gévaudan en disant, ben voilà, le courage de ces gamins ont résisté à l'attaque de la bête. Et cette histoire-là, qui s'est produite en janvier 1765, ben on en parle encore aujourd'hui. Quand on va dans le Gévaudan, on voit des sculptures, des imprimés qui nous rappellent ce combat de ces garçons contre la bête du Gévaudan. Et pendant ce temps-là, bien sûr, à partir du mois de mars 1765 jusqu'en juin 1765, donc pendant une assez courte période de temps, à peu près 4 mois, donc les Donneval arrivent dans le pays, ces fameux chasseurs de loups, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à abattre la bête. Encore une fois, on est toujours dans la même situation. Les gens qui se font attaquer par la bête, principalement femmes et enfants, racontent que l'animal ressemble à un loup, mais ce n'en est pas un. Hein. On insiste sur ces éléments-là. Et les Donneval, lorsqu'ils chassent à l'est du Mont Mouchet, la bête attaque à l'ouest et vice-versa. Exactement le même scénario qui a marqué les chasses de Duhamel et des dragons. Tant et si bien qu'à un moment donné, là, le roi est littéralement ridiculisé dans les journaux. Hein. Les Anglais en particulier se montrent pas très tendres envers le roi de France. Et donc Louis XV décide de prendre les choses en main et il va charger le gardien de ses chasses, hein, son propre porte-arquebusier, Monsieur François-Antoine de Boterne, et il lui dit: faut aller au Gévaudan, il faut débarrasser le pays de cette bête parce que on me ridiculise un peu partout à travers des pamphlets en disant que je suis pas capable de vaincre un loup. Donc François-Antoine de Boterne. Et non pas avec le fait qu'il y avait peut-être à ce moment-ci 25-30 victimes là. C'était pour les apparences. Ouais, c'est les apparences. C'est le roi qui est directement visé. Donc, Monsieur Antoine de Boterne, habillé pratiquement comme un prince, hein, va débarquer au pays du Gévaudan. Contrairement à ce que l'on voit dans le film, parce que bien sûr cet épisode est montré là dans le Pacte des loups, on voit François-Antoine de Boterne qui arrive en Gévaudan. Hein, il est suivi de toute une horde. Dans le film, on le dépeint comme un homme très hautain, très méprisant, alors que c'est pas du tout la réalité. Hein. Lorsque François-Antoine de Boterne débarque au pays du Gévaudan, il est très proche des villageois, il est aimé des villageois, il écoute ce que les villageois ont à dire, il s'assure que les hommes qui l'accompagnent ne détruisent pas les récoltes. Lorsqu'ils entrent dans des auberges et se nourrissent, ils paient l'aubergiste. Donc c'est vraiment une autre dynamique par rapport à cette façon de faire un peu presque de brigand de Duhamel et des Donneval. Alors là, on est vraiment dans autre chose. Donc, Monsieur Antoine de Boterne, on l'appelle Monsieur Antoine, il est plutôt apprécié. Donc, rien à voir avec le personnage qu'on dépeint dans le film Le Pacte des loups. Et Monsieur Antoine, donc, arrive dans le pays et on se dit, si quelqu'un peut débarrasser le Gévaudan de cet animal mystérieux, c'est bien Monsieur Antoine. Et alors que de Boterne se trouve en pays de Gévaudan, il va se produire probablement l'attaque la plus célèbre de toutes les attaques de la bête du Gévaudan. On est le 11 août 1765, on est en matinée. Il y a 2 femmes qui traversent une passerelle qui surplombe un des affluents de la Dège. On est à 200 mètres à peu près du petit village de Polac. Donc ces 2 femmes s'engagent sur cette passerelle.
Et voilà que la bête apparaît devant elle. Donc elle surgit sur la passerelle. L'une des femmes, une certaine Marie-Jeanne Vallée, qui a un de ses paradous, se met devant sa compagne pour la protéger. Marie-Jeanne Vallée, tu vas comprendre qu'il y a un aspect un peu religieux là-dedans, parce que Marie-Jeanne Vallée, c'est également la servante de Monsieur le curé. Donc, elle est nimbée un peu d'une aura, hein. Elle travaille au presbytère, elle est proche du curé, donc c'est une sainte femme, même si c'est quand même une jeune femme de 20 ans, mais elle est considérée par les villageois comme une sainte femme, et avec une énergie extraordinaire, elle va se lancer sur la bête, et avec son paradou, elle va frapper à plusieurs reprises, l'animal va essayer de mordre Marie-Jeanne Vallée, mais Marie-Jeanne Vallée ne recule pas, elle fonce, elle affronte la bête, et finalement la fait fuir. Cette histoire, encore une fois, cette attaque et le courage que fait preuve Marie-Jeanne Vallée est aujourd'hui marqué dans le Gévaudan. Il y a 4 ou 5 statues de Marie-Jeanne Vallée, une d'ailleurs qui est magnifique, où on voit Marie-Jeanne Vallée avec son paradou et la bête qui est en train de sauter sur elle. C'est vraiment magnifique comme statue, c'est une statue en bronze. Et on voit que c'est cette attaque de la bête est sans aucun doute l'attaque qui a marqué le plus l'imaginaire. Et Marie-Jeanne Vallée qui a réussi à faire fuir la bête. Ce qui est d'autant plus intéressant dans cette attaque et pourquoi elle a marqué l'imaginaire, quelques mois plus tôt, lorsqu'est arrivé le mois de décembre 1764, donc 6 mois plus tôt, l'évêque de Mende, alors que le pays était ravagé par la bête du Gévaudan, l'évêque de Mende était monté, Mende c'était le chef-lieu à l'époque, donc l'évêque de Mende est monté en chair et il a dit aux gens du Gévaudan, il dit, vous savez, la bête est invincible, parce que c'est un peu l'impression que les gens avaient. On avait tiré sur elle, à en croire Duhamel et ses hommes, on avait tiré sur la bête, des gens l'avaient attaquée avec des paradous, on l'avait poignardée à plusieurs reprises, et jamais la bête ne tombait, ou si elle tombait, elle se relevait pour s'enfuir, et la bête multipliait ses attaques. Oui, donc on se disait, la bête est invincible. Et l'évêque de Mende était monté en chair en disant aux gens du Gévaudan, vous savez, cette bête du Gévaudan, récupération religieuse, il monte en chair, il dit, cette bête du Gévaudan, c'est le fléau de Dieu. Parce que les gens du Gévaudan ont péché. Il faut qu'il y ait une rédemption à travers le pays pour que Dieu nous pardonne nos péchés et nous débarrasse de la bête. Mais tant et aussi longtemps que les gens du Gévaudan n'auront pas expié leurs péchés, la bête va continuer de faire ses ravages. Ouf, et cette bouette-là a marché, là. Les gens ont et donc les gens du Gévaudan ont vraiment l'impression qu'il y a une malédiction qui pèse sur eux. Donc lorsque Marie-Jeanne Vallée, 6 mois plus tard, attaque la bête, le fait qu'elle soit la servante du curé de Paulac, on se dit, voilà, c'est la preuve que la bête, c'est le fléau de Dieu. Et seuls des gens nimbés de cette aura de sainteté comme Marie-Jeanne Vallée peuvent réussir à faire fuir la bête. Donc on a tout un contexte à la fois politique, avec le roi, tout ça, et en même temps avec une espèce de superstition religieuse qui a envahi le pays du Gévaudan et qui fait de cette bête qui est tout à fait invincible. Et puis, le 21 septembre 1765, une belle rumeur court à travers le pays du Gévaudan. Monsieur Antoine de Boterne a bel et bien réussi à tuer la bête. Alors là, on apprend lors d'une chasse, il a abattu un très gros loup et que ce loup est sans aucun doute la bête du Gévaudan. Mais ceux qui ont survécu aux attaques de la bête n'en sont pas convaincus, parce que monsieur Antoine de Boterne, on nous dit, il a tué un loup, et donc on nous dit, voilà, c'est un loup qui fait telle grandeur, tel poids, il ressemble à ceci, à cela. Mais les gens qui ont survécu aux attaques se disent, c'est pas la bête qui m'a attaqué. Elle était plus grosse que ça, elle avait des rayures sur le corps, une bande noire sur le dos, alors que monsieur Antoine de Boterne a tué simplement un gros loup gris. Donc, c'est pas tout à fait ça qu'on a vu. Mais néanmoins, comme c'est monsieur Antoine de Boterne, comme il est le porte-arquebuse du roi, personne ne va contester son opinion. Personne ne va le contredire. Non. Alors, la bête est empaillée, la politique, La bête est empaillée et on la ramène à Versailles où elle est exposée au jardin du roi. Et là, les gens tous les nobles du pays viennent à Versailles puis se disent, voilà, c'est merveilleux, la bête du Gévaudan a été vaincue, gloire au roi. Mais en réalité, alors que les gens festoient à Versailles, au pays du Gévaudan, les attaques reprennent.
Donc les gens continuent de se faire attaquer par cet animal mystérieux que personne n'arrive à abattre. Et puis, là, comme je vois que le temps court rapidement, il va arriver l'événement du 19 juin 1767, alors qu'on organise une énième battue pour abattre la bête du Gévaudan. Et il y a un homme qui est assez curieux, il s'appelle Jean Chastel, il a 59 ans à cette époque-là. Il n'est pas très aimé dans le pays. D'abord, faut dire que c'est un garde forestier. Il a une carabine, il a un fusil, un mousquet. Et il n'est pas apprécié. Ça fait X battues qu'on fait, Christian, mais lui, avec sa carabine, il est dangereux. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est puis même dans les alentours, on l'appelle le sorcier. C'est un individu un peu bourru, qui est un peu qui a des attitudes un peu hautaines. Donc il n'est pas très aimé, ce Jean Chastel, mais néanmoins la donne va changer ce jour du 19 juin 1767. Il participe à une battue, et selon là je te raconte la légende qui est toujours un peu embellie en nos histoires de pêche. Oui. Donc il est assis, on nous raconte qu'il est assis sur une roche, il est en train de lire un livre de prière. Ça va bien, tu vois le contexte encore religieux, la bête du Gévaudan, le fléau de Dieu. Donc Jean Chastel est sur une pierre en train de lire un livre de prière et là la bête surgit devant lui. Jean Chastel prend son arme, il l'épaule et juste avant de faire feu, il dit « Bête, tu n'en mangeras plus ». Et il appuie sur la détente, il atteint la bête dans un œil avec une seule balle, la bête fait un bond en arrière et elle tombe raide morte. Hasta la vista, bébé. Voilà. Et cette fois-là, c'est la bonne. Bon. À partir du moment où Jean Chastel va tuer cet animal, qui est clairement un loup, qui est clairement un canidé, parce que on a la signature dentaire, et la signature dentaire, les canidés ont généralement 42 dents, donc on sait que l'animal abattu par Jean Chastel est un gros canidé. La signature dentaire prouve que c'est un canidé, et Jean Chastel, il espère avoir les mêmes honneurs que Monsieur Antoine de Boterne. Il va prendre son animal, il va lui mettre du sel, il va mettre ça dans une boîte, il va se rendre à Versailles. Mais bon, tu comprends qu'à l'époque, se rendre à Versailles, c'était comme 3 semaines de voyagement. Donc, quand il arrive à Versailles avec la bête du Gévaudan, il rencontre même pas le roi. Il est accueilli à Versailles par des proches du roi et on dit parfait, on lui donne, évidemment on lui dit ça peut pas être la bête du Gévaudan puisque la bête du Gévaudan a été abattue par Monsieur Antoine de Boterne. D'ailleurs, on a même permis à Monsieur Antoine de Boterne de mettre sur ses armoiries une représentation de la bête du Gévaudan. Donc on ne peut pas retirer ce titre extraordinaire du vainqueur de la bête du Gévaudan à Monsieur Antoine de Boterne. Donc on dit à Jean Chastel, t'as-tu un gros loup, fait qu'on va te payer, on donnait quelques écus pour se débarrasser des loups, on donne quelques écus à Jean Chastel et il retourne au pays du Gévaudan sans faire un mauvais jeu de mots avec la queue entre les jambes. On n'a pas reconnu son exploit. Mais au pays du Gévaudan, on est en liesse. Jean Chastel, c'est l'homme qui a débarrassé le pays de la bête. Et encore aujourd'hui, quand on va dans le pays du Gévaudan, il y a plusieurs représentations, des sculptures, des statues qui nous rappellent Jean Chastel et son extraordinaire exploit d'avoir abattu la bête du Gévaudan. J'ai vu aussi une représentation, en fait, les images, tu sais, à essayer de déterminer qu'était un Gévaudan, là, ça a l'air d'un immense loup, mais il avait l'air d'avoir le poil dreux aussi, les premières images, là. Et là, tu entres dans la grande question. Qu'était la bête du Gévaudan? Donc, là, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de faire vite, je te le promets. Donc, l'hypothèse, la première, c'est la bête du Gévaudan, c'est un ou plusieurs loups. Il faut savoir que même si les gens, ceux qui défendent les loups, les amoureux des loups, qui nous disent « les loups n'attaquent pas les gens, ça c'est bon dans le petit chaperon rouge qu'on voit ça. » Donc, mais c'est pas tout à fait vrai. Les loups attaquent les gens et lorsqu'il y a des situations particulières comme des famines, des températures particulièrement froides, quand le gibier est plus rare, les loups vont développer des attitudes, des comportements inhabituels. Ils vont attaquer des gens. Ils peuvent même attaquer en solitaire. Et il y a, à quelques reprises dans l'histoire, il y a des loups qui se sont attaqués à des humains.
et qui ont développé un goût pour l'anthropophagie, donc de manger des humains. Oh oui, donc, puis je fais une parenthèse, Christian, avec tout respect, les auditeurs, si un chien peut attaquer un enfant ou un humain, je pense qu'un loup peut vous manger en 2-3 bouchées. Absolument. Donc, et c'était pas la première fois. Hein. On parle beaucoup de la bête du Gévaudan, elle est passée à l'histoire, mais il y avait eu des précédents. Il y avait eu ce qu'on avait appelé la bête de Caen, hein, qui avait sévi entre 1632 et 1634, qui avait fait une trentaine de victimes. Il y a eu la bête de l'Auxerrois qui avait sévi entre 1731 et 1734, qui avait fait également de nombreuses victimes. Donc, on voit qu'il y avait déjà eu des attaques et il y a un spécialiste d'histoire, Jean-Marc Morisseau, qui a écrit un ouvrage qui s'intitule l'histoire du méchant loup et il a recensé plus de 3000, uniquement en France, là, il a recensé plus de 3000 attaques de loups contre des humains entre le 15e et le 20e siècle. Ah, mais c'était un des plus gros prédateurs, en fait, c'est ça. Donc, les loups, effectivement, là, quoi qu'on en dise, les loups peuvent attaquer, ils peuvent attaquer seuls, ils peuvent attaquer en bande, et certains loups peuvent développer un goût pour la chair humaine. Donc, l'hypothèse première, c'est que finalement, l'animal était un loup. C'est sûr qu'on peut se poser la question, mais pourquoi les gens l'ont pas reconnu? Si c'était simplement un loup, ils connaissaient les loups, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? Alors là, on arrive à la deuxième hypothèse. C'est l'hypothèse de l'hybride. Donc, c'est pas vraiment un loup, ce serait un mélange entre un gros chien, un molosse, et un loup. Donc, on aurait un animal hybride et on sait que les loups et les chiens peuvent se reproduire et créer des animaux hybrides. Et un hybride de chiens-loups, hein, les Romains notamment en utilisaient beaucoup dans des chiens de combat. On faisait des combats de chiens et les Romains avaient développé cet élevage de molosses qui étaient à la fois des croisements de loups et de chiens. Ça existe encore aujourd'hui des chiens qui ont un certain pourcentage de loups, là. Il y a Absolument. des gens qui élèvent ça, là. Tu as tout à fait raison. Et donc, et cet animal-là, hein, ce chien-loup, appelons-le comme ça, il est beaucoup plus intelligent qu'un loup. Il a beaucoup moins peur de l'humain que les loups ont peur des humains. Et ce sont des animaux que l'on peut dresser aussi. Bon, oui. Si tu te dis, il y avait peut-être quelqu'un qui était mal intentionné, mais c'était effectivement des animaux qu'on pouvait dresser. Donc, l'idée de l'hybride, hein, c'est quand les gens disent, ça ressemblait à un loup, mais c'était pas tout à fait un loup. On peut comprendre un peu leur désarroi en voyant un animal qui ressemble à un loup, mais qui n'en est pas un vraiment. Et en 2016, il y a un auteur français qui s'appelle Jean-Claude Bourret, qui a écrit un journaliste qui a écrit plusieurs livres, notamment sur les ovnis, mais qui s'intéresse de façon très large à toutes sortes de mystères. Et Bourret a publié un ouvrage en 2016. En fait, il a publié un ouvrage en 2014 sur la bête du Gévaudan. Et puis en 2016, il a présenté au public une reproduction d'un animal à partir de exactement du registre qu'on avait de l'animal qui avait été tué par Jean Chastel et des descriptions. Donc à partir de là, on a créé un portrait robot en résine de ce à grandeur nature, de ce à quoi pouvait ressembler la bête du Gévaudan. Et effectivement, lorsqu'il a dévoilé ce modèle, on est un peu mitigé. On regarde ça, on se dit c'est vrai que ça a l'air d'un loup, mais ce n'en est pas un. Et ça correspond assez bien à ce que les gens disaient. Hein? L'arrière-train un peu plus écrasé, la mâchoire plus prononcée, les oreilles un peu plus rondes. Donc cette idée d'un animal hybride n'est pas exclue. Ça ne veut pas dire que c'était pas simplement un loup. Hein? Le loup, à mon avis, reste le meilleur candidat. Et je pose la question ultime ce soir. Est-ce qu'on est à la proximité avec le Gévaudan du Chupacabra? C'est quasiment ça, parce que là, on arrive dans la dernière hypothèse. Donc, le loup, hein, on le sait, il y a eu des attaques de loups, et moi, je favorise l'hypothèse des loups. Je pense que c'était pas la bête du Gévaudan, c'est pas un loup, c'est plusieurs loups qui attaquaient. Et c'est pourquoi, quand Duhamel faisait ses chasses à l'ouest, il y avait des attaques à l'est, et etc. Donc, on n'est pas en présence d'un loup, mais de plusieurs loups. Je crois que les premières attaques, durant les premiers mois, mettons la première année, c'était probablement un seul loup, jusqu'à ce que probablement François-Antoine de Botterne a probablement tué ce véritable loup. Mais comme le loup était pas seul, il y en avait d'autres. Après qu'il a eu tué l'animal, d'autres attaques se sont multipliées. Les gens ont cru que c'était toujours la même bête qui sévissait, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y avait plusieurs loups qui avaient développé un goût pour la chair humaine, et c'est eux qui attaquaient les gens du Gévaudan. La deuxième hypothèse, bien sûr, l'hypothèse d'un animal, un mix entre un loup et un chien n'est pas exclu non plus. Puis il y a
y a pas beaucoup d'éléments contre, hein, c'est-à-dire si tu veux te poser puis dire oui, quel serait le contre-argument, il y en a pas beaucoup. Ça fonctionne, l'hypothèse d'un chien-loup pourrait assez bien fonctionner. On est allé dans des hypothèses plus exotiques, hein, on a parlé par exemple d'une hyène, hein, qui ressemble un peu à la description que les gens faisaient, un animal qui ressemble à un chien, arrière-train écrasé et qui s'attaque à des humains. On sait que les hyènes sont de ce type-là. Et moi-même, lorsque j'ai fait mon enquête sur la baie du Gévaudan, je me suis retrouvé au jardin des sciences naturelles à Paris et on m'a montré un petit fascicule qui a été publié en 1819. Donc, on est à ce moment-là après la Révolution française et je te dirais que c'est un inventaire des animaux empaillés qu'il y avait au Jardin du Roi au moment de la Révolution française. Donc, je te rappelle, petit document, 1819. Et à un moment donné, on liste les animaux qui étaient là. Il y avait une girafe, un rhinocéros, etc. Et puis, à un moment donné, on nous dit, il y a une hyène rayée. Et là, on lit la description, hyène rayée qui a été achetée aux Anglais qui l'avaient ramenée d'Afrique. Donc, il y a une description de la hyène. Mais la dernière phrase est particulièrement révélatrice. La dernière phrase est « Cette hyène rayée est de la même espèce que celle qui, il y a quelques années, a fait des ravages au pays du Gévaudan. » Ah! Donc là, mais une hyène n'a pas la signature dentaire d'un canidé. Hein. La hyène a, de mémoire, je crois, c'est 34 dents. Alors que le chien en a 42, donc on n'a pas la même signature. Et si c'était une hyène, pourquoi est-ce que la hyène a cessé d'attaquer après que Jean Chastel ait tué un loup? Quelle est la coïncidence? Pourquoi est-ce que la hyène aurait soudainement cessé d'attaquer après que Jean Chastel tue ce qui semble être la bête du Gévaudan? Donc ici, là, c'est exotique. Il y a ce petit fascicule 1819 qui est un peu comme un caillou dans notre chaussure, mais c'est une hypothèse qui a plusieurs faiblesses. La signature dentaire, l'arrêt soudain des attaques, tout ça nous laisse une porte ouverte, ça laisse à réfléchir, mais c'est pas vraiment concluant. Et la dernière hypothèse, tu me parlais du chupacabra, on y est presque. Hein? Donc, c'est l'idée qu'on a créé un animal qui était, comme on le voit dans le film Le Pacte des loups, qui pouvait être un chien, mais qui aurait pu être aussi un félin. Hein? Dans Le Pacte des loups, je veux pas vendre de punch, mais c'est un lion. Là. Donc, un animal qu'on aurait habillé avec une armure. Hein? Rappelle-toi les gens qui disaient, on tire sur la bête, elle tombe, mais elle se relève. On essaie de lui planter des pics dans le corps, on n'arrive pas à faire ça. Et il y a des récits où on dit, parfois, la bête décapitait ses victimes. Parfois, dans un cas, par exemple, on dit, elle a décapité sa victime. Et une fois que la personne était morte, la bête a remis la tête en place sur le corps. Ben voyons. À un autre moment donné, il y a une femme qui est attaquée par la bête. En fait, elle disparaît. Hein, elle ne rentre pas au village le soir. On entreprend des recherches et on la trouve assise, appuyée sur un mur, avec son chapeau sur la tête. Et quand on la secoue parce qu'on croit qu'elle s'est endormie, la tête roule sur le sol. La bête lui a remis la tête en place et lui a replacé son chapeau sur la tête. Il y a clairement du canidé là-dedans. Là. Donc, tu vois, t'as comme une espèce de récit qui est un peu fantastique. Est-ce que ces récits sont vrais? Est-ce que les gens ont exagéré? Il y a une peur, une superstition, la bête, le fléau de Dieu. Il est possible que beaucoup de ces comptes rendus aient été exagérés. Est-ce que c'est vrai que l'animal avait remis la tête en place avec le chapeau? C'est un compte rendu qu'on retrouve dans les registres du Gévaudan, mais dans quelle mesure ce récit-là, il est authentique et il est conforme à la réalité observée? Mais ces comportements suggère fortement la présence d'un humain. Hein, un animal pourrait pas faire ça. Donc, il y aurait quelque part un humain qui serait impliqué, d'où l'idée où la bête est un animal avec une armure, avec une cuirasse qui attaque les gens du Gévaudan sous le commandement d'un humain. C'est un scénario un peu fantastique parce que, il faut bien le dire, non seulement les gens, on exagère un peu les récits, mais la bête du Gévaudan n'a jamais été vue avec personne. Quand les gens se faisaient attaquer par la bête, elle attaquait seule, puis elle s'enfuyait dans les bois. Jamais personne ne racontait avoir vu l'animal avec une personne près d'elle, un maître. Donc, cette idée-là semble un peu fantaisiste. Ça fait un bon film, ça fait un bon scénario, hein, l'idée de ça. On a même aussi évoqué la possibilité d'un tueur en série. J'allais là. Ouais. Donc, on a le tueur en série, hein,
qui sont les victimes de la bête? Des femmes et des enfants. Bien sûr, à l'époque, on peut pas déterminer s'il y a eu agression sexuelle, mais imaginons-nous un espèce de fou, un psychopathe qui aurait qui assassinerait des femmes et des enfants pour les agresser ou fétichisme quelconque. Dans une carcasse de loup? Voilà, donc il s'habillait avec une peau de bête, pour essayer de faire croire qu'il était un animal, ou encore il avait un animal qu'il avait dressé et qui faisait pas, et qu'il utilisait comme écran pour dissimuler ses propres crimes. Donc la bête attaquait